Super, eh ben, c'est parti, on commence ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yanis Camus, consultant, formateur, facilitateur en intelligence collective et comédien improvisateur. Je vis à côté de Rennes et je suis passionné par cette notion de coopération. Comment créer les meilleures conditions possibles pour développer un taux très élevé de coopération dans les équipes. Euh, je ne vais pas parler de ça pendant 3 heures, mais en résumé, si je me suis passionné pour ça, c'est parce que j'ai pas mal galéré en tant que dirigeant d'organisation culturelle, avec des équipes qui, au départ, étaient ravies de travailler ensemble, tout se passait bien, et puis malheureusement, avec le temps, des tensions se mettent en place, des problèmes justement de communication interne. Alors, on va voir de quel type de communication interne on parle. Mais voilà, des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des jugements qui se sont mis en place, tout un tas de trucs qui ont fait que pour finir, l'ambiance est devenue très compliquée, difficile à vivre pour moi et pour mes collaborateurs, et parfois ça s'est mal terminé. Alors, pendant ces moments douloureux, en fait, le point positif, c'est que ça permet de se remettre en question, de réfléchir et de voir mais qu'est-ce qui ne va pas. Surtout quand on est comme moi un visionnaire utopique et qu'on espère créer un monde meilleur et qu'on voit qu'en interne à sa petite organisation déjà, on n'arrive pas à créer le monde idéal qu'on a dans la tête. Alors on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous partager 4 clés que j'ai découvertes sur mon parcours. Je ne vais pas revenir sur mon parcours qui, voilà, j'ai 49 ans, donc est assez long maintenant. Il est juché effectivement de difficultés rencontrées, mais aussi de beaucoup de formations où j'ai été chercher à droite à gauche des choses un peu innovantes pour essayer de trouver des choses qui fonctionnent. Voilà, parce que tout le blabla, les formations conventionnelles sur le management, etc., ça m'a absolument pas persuadé. Par contre, découvrir la sociocratie à partir de 2011, me former pendant des années et l'expérimenter et la mettre en place dans ma propre organisation m'a permis de voir ô combien ça transformait les choses pour de vrai. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret, c'est la transformation, c'est l'optimisation et l'amélioration. Alors, si vous êtes comme moi, à avoir envie d'améliorer votre communication interne, eh bien, écoutez, c'est parti. Je vous propose, je vais parler pendant a priori à peu près 30, 40, 45 minutes. Et puis ensuite, je vous propose de poser vos questions. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas dans le chat, ou je crois que c'est l'onglet questions-réponses, euh, où je crois que c'est une bulle avec un point d'interrogation à l'intérieur. N'hésitez pas à noter des choses. Vous pouvez noter soit des questions, et je vous invite à les terminer par un point d'interrogation, et j'essaierai d'y répondre à la fin, soit à réagir pendant que je parle. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez écrire un petit quelque chose pour dire oui, tout à fait, et puis vous rajoutez un petit peu votre point de vue à vous. Soit vous êtes en désaccord avec moi, et auquel cas, je vous invite aussi à l'écrire et à mettre non, Yanis, désolé, je ne suis pas d'accord, et puis vous exprimez votre réaction. Et à la fin, je vous propose un petit temps d'échange où j'espère que la technique fonctionnera. Je vous ouvrirai votre micro et éventuellement même votre caméra pour vous permettre de poser des questions ou de réagir en direct en disant ce avec quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, etc., etc. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Première slide, pour bien comprendre de quoi on parle, on va poser un petit peu les choses. Hop, oups là, pardon, on va pas trop vite. Alors voilà, les 2 niveaux de communication que j'aimerais qu'on ait bien en tête ce midi. Dans les organisations, en fait, il existe au moins ces 2 niveaux-là. Il y a d'une part la communication interpersonnelle et puis d'autre part la communication entre les services, ce qu'on appelle la com interne. Alors en réalité, certains d'entre vous, vraisemblablement, sont venus à ce webinaire parce qu'ils ont interprété le terme communication interne euh, au travers du prisme de ce qu'ils vivent en ce moment. Et peut-être qu'en ce moment, ils rencontrent des difficultés de communication interpersonnelle. Et peut-être, ça c'est vraiment le genre de problème qui nous pourrit la vie et qui fait que parfois on a du mal à trouver la motivation même pour aller au boulot le matin. Que vous soyez dirigeant, manager ou manager, peu importe, euh, on fonctionne tous de la même manière. Si on va au bureau et qu'on sait qu'on va croiser quelqu'un qui va nous faire des reproches ou peut-être encore pire, quelqu'un qui ne va rien nous dire mais qui en pense pas moins, et donc il y a un jeu de regard, il y a
de la suspicion et puis on n'est pas bien avec ça et on n'ose pas aborder le sujet avec la personne concernée. Bon, vous avez tous vraisemblablement vécu ce genre de situation très compliquée à vivre. Ça nous pompe toute notre énergie, ça nous enlève notre motivation, ça enlève du sens aussi au travail, dans le sens qu'on donne à notre travail. C'est absolument catastrophique. Et en plus, c'est comme ça qu'on se fait des maladies. Donc, pour éviter toutes les déconvenues qui vont venir par la suite, c'est-à-dire arrêt de travail, potentiellement un arrêt de travail long, peut-être une dépression, un burn-out ou tout autre style de maladie absolument pas sympa du tout, eh bien, je vous propose qu'on parle dans un instant de cette communication interpersonnelle et qu'on voit comment l'améliorer. Pour cette forme de communication, je vais vous présenter 3 clés, 3 secrets que vous allez pouvoir mettre en place, j'espère, bientôt, pour améliorer les choses. Et puis, il y a les personnes parmi vous qui ont lu le titre de ce webinaire en se disant, bah non, on parle de com interne. La com interne, c'est la communication entre les services. Voilà. Et je vois bien que c'est compliqué, parce que peut-être vous travaillez dans une grande organisation, ou même parfois dans une petite, et parfois même dans de petites structures, eh bien on a du mal à faire passer l'info d'un service à l'autre. Et puis ça crée des tensions, et de nouveau. Alors, dans mon expérience, c'est un peu moins mal vécu que les problèmes de communication interpersonnelle. Pour autant, c'est compliqué. Et lorsque vous êtes au RH dans une grosse boîte, ou lorsque vous êtes dirigeant, membre du CODIR, et que vous voyez qu'effectivement ça dysfonctionne, quand vous êtes même à n'importe quel niveau dans une grosse boîte et que vous voyez que vous êtes censé travailler en lien avec vos collègues des autres services et qu'en réalité vous dites mais c'est pas possible, on fonctionne en silo et du coup il n'y a pas de com qui passe d'un service à l'autre et on n'y arrive pas. Eh bien, je vais vous proposer un élément issu de la sociocratie qui potentiellement peut absolument tout changer. Allez, c'est parti. Première clé. Hop, excusez-moi, je reçois des mails en même temps. Première clé, si tu veux bien. Voilà. Alors, la communication interpersonnelle. Je vous rappelle, on va parler pour les 3 premières clés de cette communication interpersonnelle. La clé numéro 1, c'est la CNV, la communication non violente. À gauche, je vous ai mis une photo de Marshall Rosenberg avec sa girafe et son chacal. Donc, Marshall Rosenberg est le père de la communication non violente, celui qui l'a inventé, décédé depuis quelque temps. Et puis, il avait une manière, c'était un pédagogue, donc il avait une manière très sympathique de présenter les choses. Avec la marionnette qu'il a dans la main gauche, il présente la girafe, c'est l'animal qui parle en mode communication non violente. Et puis à droite, dans sa main droite, donc à gauche pour nous, il a le chacal qui lui parle de manière absolument classique. Alors comment ça parle un chacal? Eh bien, on l'a tous vécu, on l'a fait et on l'a aussi subi. Le chacal, il parle de l'autre, il critique, il juge et il explique à l'autre ô combien c'est lui qui est responsable de tout ce qui dysfonctionne, etc. Donc ça, écoutez, c'est assez classique, on le sait, dès qu'on a une petite frustration et qu'on considère que c'est lié à ce qu'a dit l'autre ou à ce qu'a fait l'autre, eh bien, on va lui parler en tu et on va lui dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'es pas dans ton droit, tu. Peut-être vous avez entendu parler de la communication klaxon, c'est un peu l'inverse de la CNV. La communication klaxon, c'est le tu qui tue. Voilà, tu. Voilà, dès que vous entendez quelqu'un faire ça, vous pouvez vous dire intérieurement, waouh, ok, il est en mode communication klaxon, ça va pas, c'est normal que ça fasse mal et que ça pique. Si c'est vous qui vous mettez en communication klaxon, pensez ce soir ou même cet après-midi au bureau, ou bien ce soir en rentrant à la maison, parce que ça marche aussi pour la communication dans le couple et avec les enfants. Si vous vous entendez dire tu, à ce moment-là, sachez que vous êtes en communication klaxon, vous êtes en train de porter des jugements sur l'autre, vous êtes en train de le critiquer et que ça ne peut créer que du mal-être en face. Et une volonté de se protéger, de mettre des barrières, donc de ne pas vraiment entendre ce que vous essayez de dire maladroitement parce que vous êtes en train de parler de lui. Alors la moindre des choses, et ça c'est pas de la CNV, mais ce serait peut-être de lui poser des questions plutôt que de le juger. J'ai l'impression qu'il se passe ça. Comment tu le vis toi? Voilà. Mais attention, parce que les questions, parfois, on peut aussi les utiliser pour porter des jugements détournés, un petit peu technique de manipulation, pas terrible. Donc, je vous invite plutôt à utiliser la CNV. La CNV, c'est quoi?
peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, c'est pas le thème de ce webinaire, mais c'est plus pour vous donner envie éventuellement d'aller plus loin en achetant des bouquins. Vous en trouvez plein sur Internet maintenant, il y en a de plus en plus. Encore un qui sort aujourd'hui de Edith et Pierre Tavernier. Voilà, un petit coucou à Pierre si un jour il regarde ce webinaire. Je viens d'apprendre qu'il sortait un super livre sur la communication non violente avec son épouse Edith. Eh bien, la CNV, elle va nous inviter à parler en je plutôt qu'en parler en tu. Alors du coup, c'est quand même un truc qui change la donne parce que j'étais habitué à te critiquer, à te dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou tu as trop fait, ou pas assez, ou mal, etc. Eh bien, il va falloir que j'apprenne à parler en je. Et donc, l'invitation, c'est à regarder à l'intérieur de moi. La personne a fait ceci ou cela, peu importe, une action, on va dire. Eh bien, qu'est-ce que ça procure chez moi? Vraisemblablement une émotion. Je suis déçu. Souvent, il y a de la peur. Il a fait un truc que je considère être mal fait. C'est quoi ma peur? Donc, peut-être que ma peur, c'est que je vais me faire engueuler par ma hiérarchie. Ou ma peur, c'est que le client soit mécontent. Ou ma peur, c'est, etc., etc., etc. Donc, je vous invite à parler d'abord de votre émotion, qui peut être aussi de la colère. Et c'est plus facile de dire, écoute, je suis en colère contre toi, parce que tu n'as pas fait ce sur quoi on s'était mis d'accord dans les temps. Par exemple, le dossier devait être envoyé à midi, il est midi 47, et on va perdre l'appel d'offres parce que tu ne l'as pas envoyé en temps et en heure. Donc, ça, je vais utiliser. Dans ce que j'ai dit, j'ai utilisé le tu. Hein. Mais le tu, je vais l'utiliser uniquement pour décrire les faits objectifs. D'accord? Pas de jugement. Donc, par exemple, nous nous étions mis d'accord pour que tu envoies le dossier à midi, dernier carat. Il est midi 47, tu ne l'as pas envoyé. Ça, c'est fait objectif. Et ensuite, vous rajoutez le je. Le je, c'est je suis hyper en colère, je ne comprends pas et j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que sinon, je ne vais plus avoir confiance. Voilà. Et donc là, on parle en jeu. Après, ce qui est important, la CNV nous invite aussi à comprendre qu'on a des besoins et à les exprimer. Donc, toujours en jeu, je vais pouvoir dire, bah oui, moi j'ai besoin, quand je travaille en équipe, de pouvoir avoir confiance dans mes collaborateurs. Et donc, si on se met d'accord sur un certain nombre de choses à faire et de décisions qu'on prend ensemble, eh bien, c'est important que ce soit respecté. Parce que sinon, ouais, moi, je me sens complètement en insécurité, je suis paumé, quoi, et j'ai plus confiance. Je parle de mes besoins à moi. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir apprendre à connaître ses limites et à les exprimer clairement avec assertivité. Donc là, c'est plutôt si, imaginons, mon supérieur hiérarchique me demande, Yanis, voilà, j'ai absolument besoin pour demain que tu me fasses un rapport sur voilà, telle mission que tu es en train de faire en ce moment. Sauf qu'en fait, moi, je suis complètement overbooké. J'ai déjà du boulot pour 3 mois. Parfois, je ramène du boulot chez moi, etc. Et tout ça, c'est pas normal. Donc, en fait, il est important qu'à ce moment-là, je puisse tranquillement dire à mon chef, chef, excusez-moi, en fait, c'est pas possible. J'aimerais vraiment vous faire plaisir et voilà, j'entends que vous avez un besoin et que la stratégie que vous me demandez, c'est pour vous aider à satisfaire ce besoin. Sauf qu'en fait, moi, je peux pas parce que je suis un être humain. Là, je suis overbooké. Ou alors, il faut que vous acceptiez, dans ce cas, que tous les dossiers voilà, que j'ai en retard, là, je ne les mette pas en priorité et que du coup, ils vont avoir du retard. Voilà, et il y a une petite négociation qui peut se mettre en place. En tout cas, la CNV nous invite à clarifier les choses à l'intérieur de nous, à parler de nos besoins, à parler de nos émotions, et ensuite à savoir faire des propositions concrètes pour tenter de satisfaire les besoins de tout le monde, tout en respectant les limites de chacun, dans une posture d'adulte. Peut-être vous avez entendu parler de l'analyse transactionnelle. Eh bien, l'analyse transactionnelle, c'est une théorie qui est assez simple hein, et qui nous dit qu'il y a 3 types de postures. La posture parent, la posture adulte et la posture enfant. Si je me mets dans une posture d'adulte, alors il y a plusieurs postures d'adulte, il y en a 2 grosses, c'est pardon, excusez-moi, le parent. Le parent normatif et le parent nourricier. Le parent normatif, c'est celui qui respecte la règle. Vous savez, c'est le papa qui respecte qui rappelle les règles, qui vérifie, voilà, le petit chef. Et puis, il y a la maman, le parent nourricier, qui est oh, mon petit chéri et qui va faire à la place d'eux.
Bon, eh bien non, ces deux postures-là, si je suis manager, dirigeant ou même collègue, si j'adopte cette posture vis-à-vis de quelqu'un d'autre, je l'invite à entrer systématiquement dans une posture d'enfant. Et du coup, dans cette posture d'enfant, il va avoir trois choix. L'enfant rebelle, non, je n'ai pas envie de faire. Ça, c'est souvent face aux parents normatifs. L'enfant soumis, oui, bien sûr, j'ai peur, donc je vais faire. Mais je ne vais pas faire en tant qu'adulte avec de la motivation et de l'intérêt. Je vais faire parce que j'ai peur. Donc je vais moins bien faire. Et puis, l'enfant libre, c'est ça, cause toujours. Voilà, donc on a ces trois types d'enfants qu'on crée de manière instantanée dès lors qu'on prend la posture de parent. Donc pour éviter ça, en fait, on va chercher à prendre une posture d'adulte. Et l'adulte, en fait, il est en équivalence, il est d'égal à égal, même s'il a un rôle différent dans l'organisation. Et je peux être le N+3 de quelqu'un, mais je vais voir la personne et quand je lui parle, je considère que nous sommes deux êtres humains et qu'on a absolument la même valeur, même si peut-être moi mon salaire est plus élevé, que j'ai des responsabilités différentes, que je manage plus de gens et puis j'ai une représentation dans ma tête. Il y a souvent une pyramide dans laquelle on est intégré. Eh bien, je peux être effectivement ton N+3. Pour autant, lorsque je te croise, bah, je n'ai pas besoin de te parler en pensant supérieur de quoi que ce soit. Voilà. Alors ça, c'est un sacré changement, hein. Il y a un certain nombre de managers pour qui ça peut être très compliqué. Et de managers aussi, qui se sentent mal à l'aise et qui se sentent en dessous de personnes qui, dans la pyramide organisationnelle, seraient au-dessus d'eux. Bon, ben, tout ça, c'est des choses qui sont dans notre tête, qu'il faut absolument travailler pour essayer de se dire non, je suis d'égal à égal avec cette personne. Voilà. Tout ça, la CNV nous permet de travailler là-dessus. Moi, je vous invite éventuellement à écouter des podcasts, à vous renseigner en lisant des bouquins, à faire des formations. C'est encore le meilleur moyen pour découvrir tout ça. Il y a une autre clé, alors je vous la donne rapidement parce qu'elle est un peu complémentaire, c'est le développement personnel, des outils comme l'énéagramme, le MBTI, les outils sur par exemple, comment ça s'appelle, Qui a mangé mon fromage, un bouquin sur les postures qu'on prend face au changement. Toutes ces choses-là, moi, je les intègre dans mes formations pour amener les gens à être plus conscients de ce qui se passe au niveau interpersonnel et mieux comprendre d'où viennent les problèmes de communication entre nous. Parce qu'on est différents, et quand on est différent, parfois, les mots ne veulent pas dire tout à fait la même chose, on les interprète de manière différente. Et il est important qu'on ait une culture commune, qu'on ait des repères communs pour pouvoir parler un peu la même langue et arriver à se comprendre. Parce que même si on parle tous français, parfois on comprend les choses de manière très différente et ça crée des problèmes de communication interpersonnelle. La clé numéro 2 que je vous propose maintenant, alors je fais un petit check pour voir s'il y a des interactions. Pour l'instant, il n'y a pas de messages, donc vous n'hésitez pas à laisser des messages sous forme de questions ou de réactions. En tout cas, bienvenue aux personnes qui sont arrivées entre-temps. Et je continue avec mon petit secret numéro 2. La clé numéro 2, pour avoir une bonne communication interpersonnelle dans une organisation, qu'elle soit petite ou grande, et ça marche aussi dans les couples, eh bien, je vous invite à utiliser les outils de gestion des tensions. Parce que systématiquement, même si dans un couple on s'adore, les premières semaines, les premiers mois, et peut-être même pendant des années, eh bien, il va y avoir des tensions. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on espère vivre quelque chose d'idéal, il va forcément y avoir des tensions parce que nous sommes des êtres humains différents les uns des autres, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vous propose de considérer deux types de tensions. Il y a les tensions naissantes et peu intenses. D'accord? Pour les gérer, celles-là, on va utiliser le 4 x 4 minutes plus proposition. Je sais que certaines personnes qui nous écoutent, là, qui sont là aujourd'hui, l'ont testé dernièrement. Peut-être elles pourront témoigner de comment ça se passe. Et puis, il y a les tensions qui durent ou les tensions qui sont intenses. Et dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser d'autres méthodes qui sont plus adaptées. C'est faire appel à un médiateur, un professionnel qui, lui, connaît tout un tas d'outils pour intervenir dans ces cas-là. Et d'ailleurs, j'en parle tout de suite. Là, j'ai mis entre parenthèses le show télé. Alors, c'est le seul outil que j'ai complètement inventé à partir d'expériences théâtrales et autres. Et je suis vraiment fier d'avoir créé cet outil parce que je l'ai utilisé dans ma vie de nombreuses fois dans des groupes que j'accompagne pour essayer de faire baisser la pression
quand il y a vraiment des tensions fortes entre 2 ou 3 groupes, eh bien, c'est extraordinaire ce qu'on peut arriver à faire en 1 heure. On se marre, on rigole parce que, c'est un show télé, voilà. Donc, on se transpose dans un espèce de jeu et en fait, on fait émerger tous les méchants jugements que les uns ont sur les autres, mais de manière tellement humoristique, que finalement ça ne fait pas mal et au lieu de piquer, eh bien, ça nous fait marrer et ça nous rapproche et une fois qu'on a fait ce travail de médiation, eh bien, on a rebaissé le taux de tension et là, on va pouvoir vraiment travailler sur des propositions qui vont nous amener à plus de collaboration, de coopération. Voilà. Mais on ne peut pas faire coopérer un groupe qui serait en train de vivre des tensions très fortes. Non, il faut d'abord que les choses soient dites et entendues de part et d'autre, pas forcément reconnues. Ça, c'est d'ailleurs peut-être un problème qu'on a, c'est que parfois, quand on est en tension avec quelqu'un, on veut non seulement qu'il m'entende, mais on veut aussi qu'il me comprenne et on veut qu'il reconnaisse que ce que je dis est vrai. On n'a pas forcément besoin, quand on est sur de la médiation, d'aller si loin. En fait, il suffit que ce soit entendu et compris. Heu, le fait d'être pleinement reconnu, c'est autre chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont des points de vue différents sur les situations, sur ce qu'on vit, du fait de l'endroit où on est. Si je suis président, d'une association, par exemple, et qu'il y a un problème dans mon asso, eh bien, j'ai le point de vue du président qui est voilà, qui est pas là tout le temps. Si c'est une association avec des professionnels, il est là de temps en temps et puis, il a une vision généralement globale des choses, mais pas forcément précise et le salarié, le directeur par exemple, qui lui est là au quotidien et qui peut-être subit, directement, dans sa chair les conséquences, du problème, bah, lui, il a une autre vision des choses. Donc il est normal qu'un président et qu'un directeur, par exemple, ne voient pas les choses de la même manière. Pour autant, qui a raison? Est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est le directeur? Alors on pourrait, en étant à l'extérieur, se dire: «Ah bah, c'est plutôt le directeur parce qu'il voit plus de choses» et cetera. Non, en fait, chacun voit la situation de là où il est et chacun a une vision, du problème qui est parcellaire. Même si le directeur potentiellement peut avoir une vision plus précise, il a une vision parcellaire des choses. Le président en a une autre et donc, plutôt que de confronter ces visions, et c'est ça qui crée de la tension, c'est quand on essaye de se mettre d'accord. Mais oui, mais moi je vois ça comme ça et moi je vois ça comme ça. Ben non, on n'y arrive pas. Acceptons de se dire, la vérité avec un grand V, la réalité, en fait, elle est composée et de la vision du directeur et de la vision du président. Et de toutes les visions des personnes qui rencontrent ou qui voient ce problème. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin de se mettre d'accord, on a juste besoin d'entendre et de considérer que la réalité, c'est l'ensemble, c'est la multitude de toutes ces visions. Et ensuite, la question qui va être importante, c'est de se dire, très bien, maintenant qu'on voit comment est le problème, de manière plus complète, plus complexe, on rentre vraiment dans la complexité des choses, eh bien, quelles sont les solutions qu'on peut imaginer? Voilà. Parce que chacun, lorsqu'on demande à chacun quelle est la solution à un problème, bah, chacun imagine une solution à partir de ce qu'il perçoit du problème. Mais du coup, sa solution, elle est forcément limitée. Si on prend le temps collectivement d'entendre tous les points de vue et ensuite de se dire, OK, quels sont les types de solutions qu'on peut imaginer maintenant qu'on a compris la complexité du problème? Eh bien, les solutions auxquelles on va penser vont être beaucoup plus précises, plus pérennes, plus efficaces, plus productives, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est l'enjeu de la coopération. Et donc, bah, vous voyez que oui, on peut faire appel à un médiateur pour les tensions complexes, intenses et éventuellement les tensions qui durent. Sachant que très clairement, les amis, si vous rencontrez ce type de tension depuis longtemps, vraisemblablement que vous avez dépassé le niveau de retour possible. C'est-à-dire qu'il y a un point de bascule qui est le point de non-retour en fait. Alors pensez aussi au couple, mais c'est la même chose dans n'importe quelle équipe de travail. Eh bien, si on dépasse ce point-là, en fait, les gens ont perdu toute confiance dans leur capacité à eux à fonctionner avec l'autre ou dans la capacité de l'autre à fonctionner avec eux. Et du coup, il n'y a plus l'envie. Donc, il va falloir qu'on passe vers une étape de la médiation qui est souvent un peu dommage parce qu'on a trop attendu. On va devoir passer à la séparation et donc négocier
comment on se sépare pour souffrir le moins possible. Voilà. Voire parfois, et je l'ai vécu dans certains accompagnements, pour faire en sorte que tout le monde retrouve de la gaieté, de la joie, parce que cette situation a cristallisé plein de trucs qui faisaient que ça nous empêchait de vivre ce qu'on avait envie de vivre. Et la séparation, parfois, elle est joyeuse, parce qu'elle va permettre aux différents parties de vivre enfin ce qu'ils ont envie de vivre. Et si en plus, on s'organise, on fait ça bien, pour pas se mettre des bâtons dans les roues, voire pour s'entraider, à faire en sorte que toi, tu puisses récupérer ça pour vivre ce que tu as envie de vivre, et puis moi, je récupère ça pour vivre ce que j'ai envie de vivre, écoutez, c'est génial. Voilà. Alors, dans la clé numéro 2, vous voyez qu'elle est divisée en deux. Il y avait l'histoire de la médiation, mais bon, ça, du coup, il faut faire appel à un professionnel. Et par contre, ce que vous pouvez faire vous-même, c'est utiliser le 4 x 4 minutes plus proposition. Alors, je vous ai mis mon visuel à gauche pour expliquer comment ça se passe. Ça, c'est lorsque j'ai une tension naissante avec un collègue, et généralement, pas encore hyper intense, quoi. Je vais proposer à ce collègue qu'on se prenne un petit temps. Donc 4 x 4, ça fait 16 minutes, plus le temps des propositions, vous pouvez compter allez, 10 minutes en plus. Donc on est sur un outil, vous voyez, qui potentiellement peut durer une demi-heure, un peu plus, mais moins d'une heure. Et ça va être, en fait, quand on utilise cet outil-là, on fait de la prévention aux conflits. Les conflits, c'est les autres tensions, c'est celles qui durent et qui sont intenses et qui vont requérir de la technicité beaucoup plus avancée, d'où le fait qu'on appelle un médiateur, et beaucoup plus de temps aussi. Donc moi, je vous encourage, dès que vous ressentez une tension, et toutes les équipes que je forme, c'est ce que je leur dis, dès que vous ressentez une tension, n'attendez pas. Tout de suite, allez voir le collègue et vous lui dites, tiens, si on se faisait un petit 4x4. Et ça, c'est le nom de code. Ah mince, il y a une tension, peut-être je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Alors la personne qui a invité, je vous la fais rapidement, la personne qui a invité l'autre personne à faire un 4x4, va dire, bah, écoute, c'est moi qui ressens la tension, donc je commence. Je parle pendant 4 minutes et toi, tu m'écoutes sans m'interrompre. Donc on met un chrono sur son smartphone, par exemple, et on parle pendant 4 minutes. On dit, écoute, il y a ça qui ne va pas, ça. Si en plus on maîtrise la CNV, super, on va le faire en mode CNV, ça va être parfait. Si on ne maîtrise pas la CNV, peu importe, on dit les choses comme elles viennent. On peut même utiliser le tu qui tue, mais il y a une chose qui va être différente, c'est que comme on a 4 minutes, eh bien on a le temps et on sait que l'autre ne va pas nous couper la parole, et dans ce cas-là, on va moins exagérer que quand on n'a pas cette notion de temps et d'obligation à l'autre d'écouter. Pensez à ça dans votre couple. Parfois, on se balance des trucs et en fait, comme l'autre nous coupe la parole et nous fait dire, par exemple, des choses qu'on n'a pas dit, et du coup, il ne nous comprend pas, eh bien, on exagère notre pensée pour lui faire comprendre quand même ce qu'il y a derrière. Alors, plus on exagère, plus ça exaspère l'autre et plus la tension monte en réalité. Donc, pour éviter ça, il faut se taire, apprendre à se taire, absolument ne pas couper la parole. Ça, c'est hyper important. Et donc, avec le smartphone, pendant 4 minutes, tu ne me coupes pas la parole, sauf éventuellement si tu ne comprends pas quelque chose. Mais tu ne m'interromps pas pour autre chose qu'une question de clarification. Voilà. Donc, je vais parler pendant 4 minutes et après, c'est à toi de parler pendant 4 minutes. Même chose, je ne t'interromps pas. Pourquoi 4 fois 4 minutes? C'est parce qu'on revient vers moi et donc je vais redire pendant 4 minutes, je vais reparler de comment je vis les choses, etc., suite à ce que tu as dit. Et puis, c'est l'autre personne qui devrait terminer en 4 minutes. Parfois, on a besoin d'un peu plus, on peut se dire, on rajoute un tour. Donc, je reparle une troisième fois 4 minutes, tu reparles une troisième fois 4 minutes, et ensuite on se dit, voilà, est-ce qu'on est prêt à se faire des propositions? Et là, de deux choses l'une. Soit on se dit, ouais, on comprend mieux la situation, comment tu l'as vécu, comment je l'ai vécu, pourquoi tu as dit ça, pourquoi moi j'ai réagi comme ça, etc. Donc on est prêt à passer aux propositions concrètes. Soit, et ça m'est arrivé une fois seulement dans ma vie, alors que j'ai utilisé cet outil-là de très nombreuses fois, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait abordé un sujet qui était tellement sensible pour mon interlocuteur que l'outil n'était pas adapté. Et là, mon interlocuteur a dit: «Ah non, non, là, tout ce que tu as dit, ça m'énerve tellement que non, non, je ne peux pas continuer à faire des propositions, là, c'est pas le bon truc». Donc on est passé, en mode médiateur, voilà, pour qu'il nous aide à mieux nous comprendre. Mais dans 95 des cas, vous pourrez passer aux propositions. Donc les propositions, c'est quoi? Eh bien, c'est se dire: «OK, pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, qu'est-ce qu'on pourrait se demander à soi-même? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à l'autre?» Et puis là, il y a un petit temps de négociation. Donc je peux me dire, moi, par exemple, je me propose d'être moins sensible quand on aborde ce type de questions, ou moins prendre personnellement quand tu fais des critiques sur le travail qui est fait dans le service ou ce genre de choses.
Et puis, je te propose à toi d'essayer de mettre un peu plus les formes. Quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas, ouais, j'aimerais que tu mettes un peu plus les formes. Est-ce que ce serait OK pour toi? Et on demande son consentement à l'autre. Voilà. Et si l'autre dit ouais, OK, je vais essayer. Ouais, d'accord, je vais le faire. Tout va bien. Et si l'autre dit ah non, non, mais ça, je sais, je vais pas y arriver. Eh bien, on le prend en compte et on peut pas forcer l'autre à mettre en place quoi que ce soit. Et donc, on cherche d'autres idées. Qu'est-ce qu'on pourrait encore bien mettre en place pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise? Voilà, vous êtes maintenant armé, vous avez deux manières de gérer les tensions. Les tensions light avec le 4x4 et les tensions fortes avec un médiateur. C'était ma deuxième clé, mon deuxième secret. On passe au troisième, toujours sur la communication interpersonnelle. Je ne vais pas le développer parce que j'ai déjà fait des webinaires là-dessus. Et puis, c'est un peu, ouais, c'est un peu un de mes sujets favoris, mais qui requiert un peu de temps. Eh bien, les 5 super pouvoirs de la sociocratie. Vous les voyez à gauche. Je vous ai fait un beau visuel. La sociocratie, lorsqu'on l'implémente dans une organisation, elle permet d'empuissancer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire empuissancer les gens? Ça veut dire les rendre plus puissants. En fait, dans un mode d'organisation classique, qui est basé généralement sur un fonctionnement plutôt confrontatif et compétitif, où on essaye pour être bien perçu d'être un peu meilleur que les autres, parfois en tout cas de bien faire son travail, d'être bien vu par papa, par son chef, etc. Eh bien, on considère dans ce type de fonctionnement que pour être puissant, en fait, il faut que je prenne le pouvoir à l'autre. Par exemple, si j'ai une idée, voilà, je suis dans une réunion et que j'ai une idée, que je pense que mon idée est bonne, eh bien, j'ai envie de la défendre et d'utiliser un certain nombre de moyens pour ça. Et en particulier, si un de mes collaborateurs en face n'est pas d'accord avec mon idée, eh bien, on va rentrer dans une confrontation. Et donc, être puissant dans la croyance des gens qui fonctionnent dans ces organisations-là, c'est il faut que j'arrive à faire passer mon idée, donc à prendre le pouvoir sur l'autre, et dans ce cas-là, je serai puissant. Et lui, bien sûr, il est moins puissant. Dans la sociocratie, lorsqu'on fonctionne de manière sociocratique, de manière coopérative, eh bien, le paradigme est complètement différent. C'est pour que je sois puissant, il faut que chacun d'entre nous, on s'entraîne à être plus puissants les uns les autres. Donc, plus je partage du pouvoir, plus je vais être puissant. Donc, en tant que chef, par exemple, parce qu'on peut tout à fait fonctionner de cette manière-là dans des organisations pyramidales, même si on peut fonctionner de cette manière-là aussi dans des organisations horizontales, donc qui ne sont plus pyramidales, c'est la même chose en fait. Parce qu'il y a pas mal de, comment dire, derrière tout ça, il y a une histoire de posture. Et donc, je vous les livre vite fait, mais vous les voyez là à gauche. Je vais essayer de développer mon pouvoir d'écoute et de compréhension. Dans un système classique, moi j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps, je vous l'avoue, j'écoutais mes collègues pour essayer de voir où étaient les failles et voir comment j'allais pouvoir les contredire pour faire passer mes idées. Donc j'étais pas j'avais un pouvoir d'écoute qui était très limité parce que je n'essayais pas de comprendre ce qu'il y avait de bon dans ce qu'il disait, j'essayais de chercher les failles. Et donc je n'essayais pas de comprendre, j'essayais de globalement persuader les gens, les groupes dans lesquels j'étais, que j'étais quelqu'un de très intelligent, puisque je voyais toutes les failles dans ce qu'ils racontaient. Et puis moi, mes propositions, elles étaient bien entendu sans faille. Bon, bizarrement, vous imaginez bien que les gens en face ne considéraient pas tout à fait le génie que je pouvais exprimer et qu'ils avaient plutôt tendance à se mettre en confrontation et du coup ça devenait compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai appris à écouter pour comprendre. Donc je développe mon pouvoir d'écoute et de compréhension. Et donc la règle qu'il faut respecter pour faire ça, c'est de ne pas couper la parole. Et puis ensuite, je vais pouvoir développer aussi mon pouvoir d'expression. Et derrière mon pouvoir d'expression, si les gens ne me coupent pas la parole, mais qui m'écoutent vraiment, je vais essayer de m'exprimer avec authenticité, clarté, assertivité et synthèse. Donc avant, là où peut-être j'exagérais les choses, maintenant j'essaye d'être plus clair, synthétique et assertif. Et donc, les gens vont mieux me comprendre. Si en plus ils font l'effort de m'écouter pour me comprendre, écoutez, alors là, mon pouvoir d'expression, d'influence et de contribution, il va exploser. Parce que c'est important de comprendre que chacun dans une organisation a besoin de sentir qu'il contribue, qu'il a une forme d'influence sur les choses. Voilà. Donc si vous avez une personne qui est omniprésente et qui a tout pouvoir, elle empêche tout le monde de sentir son pouvoir d'influence et de contribution. C'est terrible.
Donc, il faut que chacun puisse avoir son temps de parole et qu'on l'écoute. Ensuite, mon pouvoir de proposition, hyper important. En sociocratie, on enseigne et on apprend, quand on fonctionne dans ce genre d'organisation, à faire des propositions. Plutôt que de se lamenter sur les problèmes, c'est dire, OK, il y a tel problème, pouf, tout de suite, j'ai une idée pour qu'on sorte de ce problème-là. Et donc, je vais faire des propositions. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des espaces où tout le monde peut faire des propositions. Voilà. Sur tout et n'importe quoi, on peut faire des propositions. Et ça, c'est important, ça va participer à me donner la sensation que je contribue, que j'ai une influence sur l'organisation et que je sers à quelque chose. Ça, c'est un facteur clé de la motivation. Ensuite, il va falloir que j'apprenne à développer mon pouvoir d'objection. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la communication non violente. C'est reconnaître mes limites et pouvoir les dire de manière claire et assertive sans m'énerver et de pouvoir dire non, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et tout le monde comprend que c'est non négociable. C'est parce que c'est une limite. Voilà. Et il faut que l'organisation soit prête à accueillir les limites des individus. Si l'organisation n'est pas prête à ça, alors il s'agit d'une organisation, il faut dire les choses, malveillante. Alors, on dit, ouais, attends, Yanis, si l'organisation n'est pas capable de prendre en compte le pouvoir d'objection de chacun, et donc de le stimuler aussi, parce que les gens sont tellement pas habitués à pouvoir dire non face à leur hiérarchie en particulier, que bah voilà, on se soumet et on retombe dans le travers de tout à l'heure, parents normatifs, enfants soumis. Et c'est pas ça qu'on veut. Je vous rappelle qu'on veut des adultes. Eh bien, dans un monde d'adultes, il faut que l'organisation, elle aussi, soit adulte et bienveillante et qu'elle dise à tout moment, vous pouvez poser des objections. Si on vous demande de faire quelque chose qui dépasse vos limites ou qui va avoir des conséquences fâcheuses sur vous, il est primordial, nécessaire que vous puissiez dire objection. Et l'organisation doit se doter d'un fonctionnement qui prend en compte les objections. C'est le principe de la sociocratie. Et enfin, on va mettre un petit pouvoir de solidarité dans tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, puisque chacun sans puissance, eh bien, on va s'empuissancer les uns les autres et on va tenter de satisfaire les besoins de chacun en répondant et en prenant en compte toutes les propositions qui émergent dans la limite de nos limites, c'est-à-dire de nos objections. Voilà. Et la boucle est bouclée si vous apprenez à fonctionner avec ces 5 super pouvoirs, à les développer. Et peut-être pour aujourd'hui, c'est un peu, voilà, il faut suivre des formations, etc., ou suivre un accompagnement pour développer tout ça. Mais si déjà, vous pouvez prendre le pouvoir d'écoute et de compréhension et travailler là-dessus à partir de cet après-midi, en observant que vous coupez souvent la parole, et en vous disant je ne coupe plus la parole, eh bien vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Alors attention, si vous êtes un introverti, vous ne coupez déjà pas la parole. Donc ça ne va pas changer pour vous. Par contre, il serait bon que vous le disiez à vos amis les extravertis, parce que c'est eux qui coupent la parole tout le temps dans les réunions. Alors c'est bien, ils apportent de l'énergie, ils apportent des idées. Souvent les introvertis, eux, ils sont plus en réception en fait, puisque la différence entre les deux, c'est que les extravertis, pour mettre en place leurs pensées, ont besoin que ça passe par la parole, alors que les introvertis ont besoin de silence pour que la pensée s'organise dans leur tête. Bon. Mais vous voyez bien ce que ça donne dans les réunions. Il y en a qui causent, il y en a qui causent pas. Et ceux qui causent, bah, parfois, ils ont une écoute qui est un peu déplorable. Bon. Eh bien, c'est ça. Il faudrait que quelqu'un leur dise à améliorer votre qualité d'écoute, les amis, à améliorer aussi votre qualité d'expression, parce que parfois vous parlez juste trop, c'est pas synthétique, on s'y perd. Resserrez les choses, prenez le temps, écoutez les autres, et pendant justement que vous écoutez les autres, faites comme les introvertis, commencez à réfléchir, vous pouvez prendre des notes sur ce que vous voulez dire, puis vous allez voir que ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et enfin, j'ai presque terminé ce webinaire. On va passer à la clé numéro 4. Cette fois-ci, on passe vraiment sur la communication interne, en tout cas ce qu'on entend d'habitude par la communication interne, c'est-à-dire entre les services, faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides à ce niveau-là. Et en fait, la sociocratie a une solution qui est vraiment remarquable, qui est systémique et qui est quasi instantanée. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Il y a le petit schéma sur la gauche qui, j'espère, va vous permettre de comprendre. En fait, la sociocratie dit il faut élire des seconds liens. Donc, un second lien, c'est quoi? On va le voir. C'est une personne qui accompagne son responsable hiérarchique ou le leader d'un cercle dans les organisations horizontales. Elle accompagne cette personne dans les réunions
du cercle du dessus, du service du dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris l'exemple sur la gauche d'un comité de direction. Dans ce comité de direction, on peut imaginer que le petit bonhomme rouge tout en haut, c'est le DG, d'accord? Ou le président, ou que sais-je, enfin le chef, d'accord? Le dirigeant. Et puis, les petits bonhommes en rouge qui sont à côté de lui sont des responsables de service. Généralement, on peut avoir un directeur général et puis des directeurs adjoints. Et chacun dirige, on va dire, un service qui est décliné parfois en plusieurs sous-entités. Bien. Eh bien, le petit bonhomme vert que j'ai appelé le chef, c'est un de ces responsables-là. Imaginons qu'il est responsable du service production dans une organisation, d'accord? Eh bien, il siège au CODIR. Jusque-là, rien de nouveau, c'est comme ça que fonctionnent tous les CODIR. Sauf que là, la sociocratie dit que chacun de ces responsables doit être accompagné d'un second lien, c'est-à-dire d'une personne qui va représenter le service dans le CODIR. Alors là, je vous ai montré avec mon petit bonhomme bleu le second lien du service qui correspond au chef vert, mais il faut imaginer que pour chacun des autres chefs, là, les trois autres qui sont en rouge, eh bien, ils devraient eux aussi être accompagnés de leur second lien. Ce qui fait que dans une organisation où on a, comme ici, quatre services différents, eh bien, on aurait les quatre responsables de service accompagnés des quatre seconds liens. Avec le dirigeant, on arriverait à un groupe de 9 personnes, ce qui est à peu près idéal. On dit en sociocratie qu'il ne faut pas que les groupes dépassent 12 personnes. Voilà. Et il n'y a pas que la sociocratie qui dit ça. Il y a aussi comment dire, les neurosciences qui nous montrent qu'un groupe au-delà de 12, en fait, ça fonctionne beaucoup moins. Il y a une énorme chute en termes d'efficacité dans le travail dès lors qu'on dépasse le nombre de 12 personnes. Voilà. Et quand on peut être à 6, 8, 10, ben, c'est d'autant plus efficace. Voilà. Bon, eh bien, oui, alors c'est la grosse clé systémique de la sociocratie qui est prévue pour améliorer la communication interne. Pourquoi? Je vous l'explique maintenant et peut-être j'aurais dû vous faire d'autres schémas pour expliciter ça parce que c'est pas forcément hyper simple à comprendre quand on ne l'a pas vécu. Mais fermez les yeux et essayez d'imaginer. En fait, si chacun fait ça, le comité de direction, alors oui, c'est très important, les seconds liens font partie intégrante du comité de direction et ils prennent part aux décisions stratégiques du comité de direction avec les chefs et avec le dirigeant. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des propositions, je vous rappelle les pouvoirs qu'on vient de voir, ils peuvent faire autant de propositions qu'ils veulent, au même titre que n'importe quel dirigeant, n'importe quel chef. Ils peuvent aussi poser des objections. Ben oui, si la proposition du dirigeant, par exemple, va avoir un impact très négatif sur son service, eh bien, c'est important que les seconds liens, tout comme les responsables, d'ailleurs les chefs, puissent dire ah ben non, objection. En fait, regardez, si on met ça en place, il va se passer ça, et ça, c'est pas acceptable pour notre service. Du coup, les décisions qui vont être prises au sein du comité de direction, avec un outil qu'on appelle la décision par consentement. Donc, c'est un outil qui est absolument révolutionnaire et qui peut enfin, voilà, qui change la vie des organisations quand il est bien utilisé, eh bien, le CODIR va commencer à prendre des décisions qui vont être beaucoup plus pérennes, beaucoup plus efficaces, parce que ces décisions vont prendre en compte la complexité de la situation. Je vous ramène à ce que je disais en début de webinaire. Lorsqu'on prend en compte le point de vue de chacun, lorsqu'on prend en compte les idées de chacun, qu'on a un bon process pour faire ça, les décisions qu'on va prendre vont être beaucoup plus intelligentes. Et en tout cas, elle ne devrait plus avoir d'impact négatif sur les services qui composent notre organisation. Alors forcément, si on prend de meilleures décisions, eh bien la communication interne va être plus simple parce qu'il va y avoir de moins en moins d'impact négatif sur les services. En fait, parfois, vous avez des systèmes de communication interne qui sont hyper évolués, avec un intranet, avec un envoi de mails, avec des réunions régulières, avec tout un tas de trucs que vous mettez en place. Ça, c'est très bien. Sauf que si les décisions du CODIR ou des instances supérieures ont des impacts négatifs sur les services, ben vous allez avoir des réactions en cascade et ce ne sera pas un problème de communication parce que souvent, même dans le champ politique, on entend il va falloir faire de la pédagogie. Non mais attendez, je vous arrête tout de suite. Arrêtez de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Les gens sont grands, sont adultes et dans leur service, ils savent si oui ou non votre décision va avoir des impacts positifs et vertueux
ou s'il y a un vice de forme, où il y a quelque chose qui ne va pas dans votre décision, et auquel cas, il tente, en réagissant parfois de manière virulente, de vous faire comprendre que non, il ne faut pas prendre cette décision. Sauf que votre organisation n'est pas dotée de ce système de second lien, et du coup, bah, vous vous sentez légitime en codir pour prendre tout un tas de décisions, et vous vous dites, mais je ne comprends pas, les services ne sont pas d'accord, ça crée tout un pataquès, etc. Vite, rajoutons de la communication, rajoutons des schémas, rajoutons un argumentaire pour qu'ils comprennent le bien fondé de notre décision. En réalité, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas la communication de votre décision vers les instances inférieures dans l'organisation. Le problème est que votre décision n'est pas bonne, que vous ne vous êtes pas doté de l'intelligence collective, c'est-à-dire de la présence de ces seconds liens qui auraient pu vous dire, mais non, la décision là, on ne peut pas la prendre, stop, objection, regardez les incidences sur nous. Et au travers de ce second lien, il n'est pas là que pour arrêter, que pour faire comment dire, le fusible dans un système électrique. Vous savez, le fusible, pouf, il protège en fait la matrice, il protège le moteur lorsqu'il y a trop d'énergie qui veut y passer. Bon, bah là, c'est exactement pareil. Si le CODIR envoie trop d'énergie dans les services et que ça va faire péter les machines que sont chacun des services, eh bien, effectivement, c'est bien d'avoir un second lien qui fasse pas fusible et qui arrête la décision d'une part, mais aussi il faut que les gens apprennent à faire des propositions pour qu'ensemble on trouve des solutions qui soient innovantes, pérennes, efficaces et qui nous permettent d'avancer. Donc tout ça, c'est les seconds liens avec les nouveaux chefs qui vont être dans une posture d'équivalence d'adultes vis-à-vis de leur second lien et du dirigeant et de tout le monde. Et c'est le process, je vous en ai parlé rapidement, de décision par consentement qui vont tout changer. Il est 13h22. J'ai plus qu'une chose à vous dire sur la clé numéro 4. Alors ce sera un petit peu une cinquième clé. Je vous invite aussi à avoir des comptes rendus clairs de chaque service et disponible sur intranet. Ça, c'est hyper important. La sociocratie, elle fait la promotion de la transparence. Donc effectivement, l'idée n'est pas d'avoir des comptes rendus sur tout ce qui se dit dans tous les services, c'est pas ça, mais d'avoir des comptes rendus au moins sur les décisions stratégiques. Voilà, les décisions importantes, c'est important que n'importe qui puisse y avoir accès et puisse voir les choses. Et s'il vous plaît, faites des comptes rendus simples, clairs, dans lesquels il n'y a que les décisions, pas tous les échanges, tous les débats, voilà, tout ce qui nous a amené à cette décision. Uniquement des comptes rendus des comptes rendus de décision pour dire voilà, notre service, il en est là, ou le CODIR, il en est là, il a décidé ceci, cela. Et s'il y a des choses qui sont en brouillon, sur lesquelles on réfléchit en ce moment, on ne communique pas dessus. C'est pas la peine. Les gens vont vouloir rebondir, donner leur avis, etc. Et c'est pas forcément ce qui est attendu. Si on veut être efficace, il faut que les choses soient quand même bien organisées. Par contre, dès qu'il y a une décision qui est prise, c'est important qu'on soit transparent et qu'on dise voilà, le CODIR a pris telle décision, tel service a pris telle décision, etc. Avec ce système de second lien, pour l'avoir expérimenté, avec des chefs qui ont la bonne posture, eh bien, la communication interne va se mettre en place d'elle-même, puisque, imaginons, là, on reprend mon histoire de CODIR, on a pris une décision stratégique en CODIR. Il y avait le second lien, il y avait le chef. Eh bien, tous les deux vont revenir vers leur service et vont pouvoir informer leur service à deux têtes en disant, eh bien, voilà la décision qu'on a prise. Et le fait qu'il n'y ait pas que le chef qui se trouve un petit peu comme la saucisse dans le hot dog ou dans le sandwich, vous voyez, un petit peu pris entre le haut et puis le bas, et c'est souvent très compliqué pour ces managers intermédiaires, et bien là, on a le second lien qui va dire, ah non, non, mais attendez les gars, vous énervez pas. On a posé des objections sur certaines propositions qui avaient été faites, qui auraient des conséquences fâcheuses sur nous, et là, on a pris celle-là parce que, selon moi, il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Maintenant, tout second lien que je suis, je peux aussi faire des erreurs. Donc, si je me suis trompé, bah, dites-le moi. Et dans ce cas-là, rapidement, on revient vers le CODIR pour dire, hop, on n'avait pas vu, mais il y a une objection. Il faut qu'on retravaille. On ne peut pas prendre cette décision, en tout cas la mettre en place, parce que on n'avait pas vu, mais il y a des décisions fâcheuses sur tel service. Voilà. C'est uniquement lorsque les organisations fonctionneront de cette manière qu'on pourra parler d'organisations pleinement bienveillantes et que les gens pourront se sentir à la fois en sécurité et auront le sentiment aussi de pouvoir vraiment contribuer en utilisant leur plein potentiel. Voilà. Quel dirigeant, messieurs, dames, ne souhaite pas ça?
utiliser le plein potentiel et déployer le potentiel de ses collaborateurs pour être de plus en plus efficace et continuer à progresser, à changer le monde dans le sens de la raison d'être de l'organisation. Je pense que si les dirigeants comprenaient ça, les consultants comme moi seraient absolument débordés de demandes. Voilà. Bien, j'en ai terminé pour respecter le timing. Maintenant, parole à vous. Je regarde. Alors, si, ce que je voulais vous dire, tac, je vais vous laisser quand même ce visuel-là pour vous donner mes coordonnées. Vous dire aussi, pour terminer, que je vous propose 1 heure de coaching gratuit. Donc, il suffit d'aller sur mon site et puis vous prenez rendez-vous avec moi n'importe quand pour discuter soit de communication interne et de sociocratie, soit de comment on peut faire pour prendre de meilleures décisions, améliorer l'organisation, etc. Vous l'avez compris, en fait, cette histoire, elle dépasse largement la communication. On peut solutionner. En fait, il faut imaginer que cette histoire de sociocratie, ce sont des points assez simples à mettre en place dans l'organisation qui vont permettre de changer de paradigme et de passer d'un fonctionnement un fonctionnement qui crée plein de dysfonctionnements à un fonctionnement vertueux qui va faire de la prévention, c'est-à-dire qu'il va gommer 80% des soucis qu'on rencontre d'habitude. Et puis, pour les 20% qui restent, eh bien, il va nous permettre de nous organiser pour que collectivement, on trouve les solutions pour mieux gérer les 20% qui restent. Voilà. Alors, c'est pas un truc, c'est pas le monde parfait, bien entendu, mais généralement, je dis à mes clients que si on met en place la sociocratie dans leur organisation, on va gagner en moyenne jusqu'à 30, voire 40% d'efficacité, c'est-à-dire de productivité dans l'organisation. Et puis, on peut gagner jusqu'à 300% de qualité de vie au travail. Alors, pourquoi 300%? Tout dépend de là où on part, forcément. Si on est dans une organisation où les gens vont déjà super bien, on va peut-être gagner qu'un petit peu. Mais si on se sent plus productif, si tout est plus fluide, si on partage le pouvoir, qu'il n'y a plus toutes ces confrontations, tous ces moments où on perd énormément d'énergie et de bien-être, eh bien, on peut effectivement arriver à des résultats absolument incroyables où les gens sont super contents le matin de se lever pour aller travailler. Voilà. Et ça, c'est ce que je promets aux organisations que j'accompagne et c'est ce que je souhaite absolument à chacun et chacune de vivre dans son quotidien. Alors maintenant, je vais regarder s'il y a eu des questions ou des réactions. Je vois que vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout de cette conférence. Et alors, il y a Odile qui écrit, du coup, l'ajout de second lien élargit le cercle du CODIR et risque du groupe de dépasser les 12 personnes qui va moins bien fonctionner. Alors oui, tout dépend de l'organisation dans laquelle tu travailles. Si vous avez déjà, admettons, 10 services différents, ce qui est énorme, hein, eh bien, vous êtes déjà 10 plus le dirigeant, vous êtes déjà 11 dans le CODIR. Donc là, effectivement, si on rajoute des seconds liens, on explose les chiffres. En fait, il va falloir, dans ce cas-là, réfléchir à notre organisation et à se dire, attends, est-ce qu'il est logique qu'il y ait comme ça 10 services différents? Parce que généralement, tu vois, Odile, il y a dans une organisation un service administratif, un service production et un service marketing, communication. Bon, globalement, toutes nos organisations, elles ont besoin de ces 3 services-là. Et puis après, il peut y avoir à l'intérieur des déclinaisons. Mais donc, si on veut être vraiment efficace, on peut se dire, OK, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à une organisation plus simple où il y a un dirigeant et en dessous de lui, il y a 3 personnes, un responsable administratif, un responsable marketing et puis un responsable prod. Et en dessous de chacun de ces responsables, et c'est surtout du côté de la production qu'on va avoir une déclinaison, tu vois, avec plusieurs sous-responsables de différents services. Voilà. Donc on réfléchit à tout ça. La sociocratie, elle ne nous dit pas exactement comment faire. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble, on sait qu'il ne faut pas dépasser les 12, qu'on est moins efficace, voilà. Et puis si un jour on doit être 13, ce n'est pas forcément très grave. On le sait, on sera moins efficace, mais on sera 13 ou 14. Bon. Voilà. En tout cas, plus on réduit cette histoire du CODIR et on va le rendre vraiment efficace, mais il va y avoir un autre travail à faire, c'est se dire qu'au CODIR, eh bien, on clarifie les sujets qu'on aborde. Et en fait, un comité de direction ne devrait aborder que les sujets
soit politiques qui concernent l'organisation, autour, par exemple, de sa raison d'être, des grands changements, mais les grands changements politiques ou stratégiques de l'organisation. Et il faut que le CODIR s'interdise d'aller faire de l'ingérence dans le travail des services, pour que les services soient dans la plus grande autonomie possible, et qu'une fois qu'ils ont... Alors, le CODIR va pouvoir leur donner des objectifs. Les objectifs sont négociés annuellement par le CODIR. Et puis l'autonomie qui va être donnée ensuite au service, c'est dire, bah voilà, on s'est mis d'accord sur ces objectifs-là. Si vous n'avez pas d'objection, allez-y les gars, vous les qualifiez et vous faites comme vous voulez. Et c'est vous qui faites le boulot, donc c'est vous qui savez comment le faire. Et le CODIR s'interdit d'aller mettre son nez là-dedans. Voilà. Et le CODIR reste aussi un peu comme une instance bienveillante s'il y a des difficultés dans un service ou entre des services, pour intervenir un petit peu comme médiateur potentiellement. Voilà, il y a des responsables de deux services qui rencontrent des difficultés, eh bien, ils peuvent demander le soutien au CODIR. Mais ce n'est pas le CODIR qui va aller faire de l'ingérence et qui va aller forcément surveiller tout ce qui se passe. Non, non. En bonne intelligence, les responsables et les seconds liens de chaque service vont faire des rapports de ce qui se passe dans leur service. Et quand tout va bien, tout va bien. Et quand ça commence à aller mal, eh bien là, on demande la solidarité du CODIR. Voilà, Odile, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ce que j'aimerais bien, les amis, c'est pouvoir passer la parole à 2-3 personnes qui aimeraient réagir et peut-être en termes de ronde de clôture, me faire un feedback sur ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, puisque vous n'avez pas beaucoup de questions et que je ne lis pas de réactions non plus. J'aimerais bien donner la parole à quelqu'un qui pourrait me dire, bah, voilà, super, il y a une main qui se lève, Julien, je vais te passer la parole. Et donc l'idée, bah, c'est soit tu poses une question s'il y en a une qui te vient, ou tu réagis. Si tu es d'accord avec un certain nombre de choses, tu peux le dire. Et si tu es en désaccord, c'est pareil, j'accepte. Et je vais d'ailleurs utiliser mon pouvoir d'écoute pour... Alors attends, hop, je vais te donner la parole tout de suite. Alors, autoriser la voix avec la vidéo, Julien. Donc si tu as ta cam, on va même te voir peut-être, ce serait super. Oui, je disais, je vais utiliser mon pouvoir d'écoute, puisque je ne vais pas rebondir forcément sur ce que tu as dit, mais plutôt accueillir. Ça y est, on te voit, Julien, super. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'on t'entend? Ah, moi je ne t'entends pas, Julien. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Ah, ça y est, c'est bon. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Bon, salut Yanis, bonjour à tous. Alors, c'était une question en fait que j'avais. Ouais. Alors, tu vois que la sociocratie est plus tournée vers les solutions, mais j'ai un esprit qui aime bien aussi comprendre un peu l'origine de ça. Et c'est une question un petit peu, voilà, philosophique ou en tout cas qui regarde un petit peu vers l'arrière. Est-ce que tu penses que les difficultés de communication interpersonnelle prennent leurs origines dans notre éducation, c'est-à-dire l'école ou la famille, où finalement les décisions se prennent plutôt de manière verticale plus qu'horizontale? Ouh. J'ai l'impression que c'est encore plus que philosophique ta question. Bah, si tu poses la question, c'est que sans doute tu penses ça. Je pense qu'en partie, oui, vraisemblablement, mais il y a plein d'autres choses en fait. Pour avoir, je me suis passionné aussi pour le développement personnel et je vais couper ton micro. Ça fait du bruit. Est-ce que je peux le couper? Je peux le couper, moi, si tu veux. Ouais, merci. Comme ça, tu pourras reprendre la parole facilement si tu veux me poser des questions ou réagir. Alors, forcément que notre éducation, le fait que le schéma familial classique, c'est papa-maman qui décident et qui imposent leurs décisions aux enfants sans forcément toujours les prendre en compte. D'ailleurs, c'est un peu remis en question, ça, par les nouvelles familles. Là, les nouvelles générations fonctionnent de moins en moins comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai été éduqué de cette manière-là. Dans les organisations classiques, dont l'école, hein, parce qu'on passe toute notre enfance effectivement avec des professeurs qui se sentent légitimes pour prendre les décisions à notre place sans nous prendre en compte, ce qui d'ailleurs est également remis en question dans dans certaines écoles alternatives. Je me suis un peu renseigné sur le lycée
mince, je ne sais plus comment il s'appelle à Saint-Nazaire, le lycée expérimental, où là, il y a des expériences géniales qui sont faites depuis, je crois, ça fait 30-40 ans maintenant, où en fait, dès le début de l'année, on remet en question le règlement intérieur avec les élèves et on permet aux élèves de prendre part à la réflexion sur c'est quoi les règles qu'on doit respecter pour que ça se passe bien. Bon, bah, c'est un peu ça, la sociocratie, en fait. Il y a un petit peu de ça derrière. Donc oui, les raisons de nos problèmes de communication interpersonnelle prennent source un peu là, mais aussi beaucoup dans nos problèmes d'ego et de personnalité, en fait. Donc, pour avoir étudié le MBTI, l'énéagramme et tout un tas d'autres trucs du même genre, en fait, ce qu'on voit, c'est que on a des postures qui sont très différentes les uns des autres, et donc on ne vit pas, pourtant on vit dans le même monde, mais on ne vit pas du tout les mêmes choses, parce qu'en fait, nos cerveaux ne sont pas foutus pareil. Et donc, quand toi, face à une situation dans l'entreprise, tu dis, ah bah, c'est vrai qu'on est un peu sous pression en ce moment, mais au moins, on dépasse les chiffres, les objectifs, et ça, c'est super, les clients sont contents, etc. Tout va bien. Ben oui, mais en fait, tout va bien parce que peut-être moi, je travaille jusqu'à 23 heures tous les soirs pour faire en sorte que tout va bien, et moi, je suis à 2 doigts du burn-out, et je vais dire, mais non, je ne vois pas les choses comme toi. Et puis, il y a des gens qui sont plus dans l'émotionnel, des gens qui sont plus dans le rationnel, des gens qui sont plus en mode critique. Tu as peut-être rencontré des gens comme ça dans tes organisations ou dans les groupes où tu as été. Des gens, en fait, qui passent leur temps à observer tout ce qui se passe pour tout le temps trouver les failles. Ouais, ils cherchent tout le temps les failles. Et donc, c'est des gens qui sont généralement qui paraissent négatifs parce qu'ils sont tout le temps en train de ramener les problèmes. Ça peut être lourd dans une organisation. Tu as d'autres gens, moi j'en fais partie, qui supportent pas qu'il y ait des problèmes et qui sont tout le temps en mode solution. Donc eux veulent voir le côté positif de la vie. Alors c'est bien, ils apportent une énergie positive et tout ça, c'est agréable. Mais par contre, bah, ils ont un souci, c'est qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas un regard assez critique pour voir les problèmes. Et en fait, c'est en conjuguant toutes ces polarités, toutes ces particularités de nos personnalités, qu'on va pouvoir créer des groupes qui sont ultra efficaces et pérennes. Mais pour ça, il faut que les uns et les autres, on reconnaisse que la différence qu'il y a entre toi et moi, parfois elle peut m'agacer, c'est comme ça, voilà, parce que moi je préfère ça et toi tu as une autre préférence, mais en réalité, derrière ce côté un peu égotique personnel, eh bien cette différence, elle va être super positive si on sait faire en sorte, si on a les bons outils pour faire de l'intelligence collective. Voilà. Et on a besoin des gens qui regardent, qui scrutent, qui analysent, qui scannent pour voir les problèmes. Et on a besoin de gens qui sont en mode solution. Et on a besoin de gens qui sont dans l'émotionnel parce que ça fait partie de la vie et c'est important qu'on prenne en compte aussi cette dimension-là. Et c'est important qu'on prenne en compte aussi les gens qui sont en mode purement analytique neutre. On a besoin de tout. Il y a l'expression on a besoin de tout pour faire un monde. Ben, c'est un peu ça. La sociocratie, c'est comme si c'était une matrice qui permet de prendre en compte les différentes personnalités, les différentes idées, les différents points de vue de chacun pour faire quelque chose qui prenne en compte plus de complexité. Donc les décisions qu'on prend au final, elles sont plus efficaces. Et du coup, la communication, elle est facilitée. Si les décisions qu'on prend sont bonnes, tu vois, ou meilleures, on va dire, et qu'elles ont moins d'impact négatif sur les gens, on les informe, puis hop, ça déroule. Les seconds liens, en plus, expliquent à leurs équipes pourquoi ils ont pris cette décision-là avec le CODIR. Et derrière, ça déroule. Tu n'as pas des manifestations, des levées de boucliers, des stratégies par derrière, et tout le stress que ça génère et l'énergie qui est perdue, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julien? Oui, absolument, je te remercie. Ça amène tout un pan aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Ouais, c'est clair. Super. Avant de se quitter, est-ce que tu peux me faire un feedback aussi sur le webinaire, puis je vais donner la parole à Pascal. Il y aura de la place pour une troisième personne si vous voulez, donc n'hésitez pas à lever la main, puis je vous donnerai la parole. Julien, ton feedback sur le webinaire, comment tu as trouvé ça? Et tu as ouvert vraiment aux critiques. Mon but, c'est aussi de m'améliorer, donc si tu as des idées d'amélioration, je prends. Alors, moi, je l'ai trouvé. Ce que j'ai aimé, c'est la concision, parce que je vois que je peux être aussi amené à me perdre quand quelque chose peut durer un peu longtemps. Donc, j'aime bien le côté concis. J'aime bien l'idée que tu puisses donner aussi des références par rapport à des livres ou à des techniques de communication. Donc, tu as ouvert des choses et puis ensuite,
voilà, qui ne sont pas forcément très développés, mais que ça me va très bien à moi parce que du coup, ça me permet aussi d'aller pouvoir explorer ce qui m'intéresse et finalement de laisser ce qui ne m'intéresse pas. Donc voilà le ressenti global que j'en ai, la concision, la précision et une ouverture vers des choses qui peuvent ensuite cheminer personnellement. Donc voilà. Et si tu avais une idée de choses à améliorer? J'ai rien qui me vient comme ça, Ok. honnêtement. Merci beaucoup, Julien. Je t'en prie. Belle journée à toi et belle expérimentation. Tu vas voir si tu utilises certains trucs, comme par exemple la parole, etc. Ça peut donner des choses vraiment très, très chouettes. Allez, je coupe. Eh ben voilà, je désactive Julien. Je donne la parole à Pascal. Pascal. Tac. Je mets la cam aussi. Si tu peux mettre ta cam, ce serait super. On pourrait te voir. Alors, Pascal. Ah, ton micro. Ça y est. Salut Pascal. Salut Yanis, ça va? Ouais, Yanis, un collègue. comment? Bah, t'es devenu un collègue maintenant. T'es consultant comme moi. Tout à fait. Voilà. J'avais deux petites questions. Une qui touche au rôle du. Donc, bah, tu sais, juste, tu dois être au courant, mais donc moi j'ai testé et j'ai mis en place Solacracy dans mon ancienne entreprise où on avait plus ou moins ce même système de second lien. Dans ta diapo, tu fais le lien entre le fait qu'il y ait un second lien et le fait qu'il y ait soit une solution systémique. J'aurais aimé pouvoir développer cette idée parce que pour moi, le second lien peut aider à avoir une solution systémique, mais à la rigueur, si tu avais un chef qui voyait bien son cercle de la bonne façon, il peut aussi avoir cette. En quoi ça. C'est pour moi, je ne vois pas obligatoirement le lien entre les deux, mais j'aimerais bien justement que tu développes. Et le deuxième point, c'était juste un peu avant sur les pouvoirs de la sociocratie, sur le fait sur le pouvoir de proposition, d'être responsable de la satisfaction de ses besoins. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, souvent, c'est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer ses besoins ou à chercher quel est le véritable besoin et qu'on est souvent trop. On veut déjà aller aux solutions avant de chercher quel est vraiment le ça, la règle des 5 P, des 5 pourquoi, pour arriver à aller chercher vraiment ce qu'on veut. Et des fois, je trouve que c'est un peu bloquant, je ne sais pas ce que tu en penses, à vouloir à tout prix avoir les solutions, alors que ça se trouve, la solution, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a. Voilà, c'était mes petites questions, s'il te plaît, Yanis. Ok. Alors, comme je viens d'entendre la deuxième, qu'elle est plus fraîche dans ma tête, je vais commencer par celle-là. En gros, ta question, c'est est-ce que je vois comme. Je suis d'accord avec toi que généralement, on est plus focalisé sur les stratégies, donc sur les solutions à apporter à un problème, alors qu'on n'est même pas forcément clair avec le problème, c'est-à-dire quel est le besoin, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que ça ne devient pas un peu bloquant, justement? Est-ce que être force de proposition, c'est obligatoirement une bonne force, alors que des fois, c'est cette force d'exprimer ses besoins que je trouverais qui serait important. Ouais. Alors, je crois que je vois ce dont tu parles. Et dans les organisations que j'ai accompagnées ou dans lesquelles j'ai travaillé, où il n'y avait pas encore une culture, enfin, comment dire, où la sociocratie n'avait pas été mise en place, en fait, je vois tout à fait. C'est-à-dire que j'ai une idée, en fait, c'est ça, j'ai une idée, j'ai une proposition, et je suis quasi persuadé que c'est la meilleure, quoi. Et donc, j'ai tendance à rester accroché à mon idée, alors qu'en fait, les autres, forcément, enfin pas forcément, mais parfois peuvent me renvoyer qu'ils ne sont pas forcément d'accord, etc. Mais en fait, on n'a pas pris le temps du diagnostic. Donc parfois, il y a des idées. Alors, moi qui suis un créatif, par exemple, j'ai fait souffrir pas mal de mes équipes avec ça, parce que j'amenais plein d'idées, alors qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Et déjà, je voulais changer les choses, mais simplement parce que mon esprit avait envie de choses innovantes, de tester, etc. Mais parfois, mes équipes, elles étaient en train de galérer déjà à mettre en place
ce qu'on avait pris le temps d'élaborer ensemble, de décider ensemble, etc. Et moi, j'arrivais avec de nouvelles idées, alors que le problème, il était juste dans ma tête, c'est que j'avais un besoin personnel d'évolution, de je sais pas quoi. Et comme j'étais dirigeant, je me sentais légitime, tu vois, pour balancer toutes mes propositions. D'autant que la sociocratie, elle dit, hein, allez-y, vous pouvez balancer toutes vos propositions. Ah bah pas de problème, je vais y aller. Bon bah là, ce qui a manqué, tu vois, sans doute dans mon équipe quand j'ai fait ça, c'est qu'une personne puisse dire, c'est-à-dire avoir la conscience de ce qui se tramait et puisse dire, ok Yanis, tu amènes encore une nouvelle idée, très intéressant. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Et s'il n'y a pas de problème, pourquoi tu nous fais cette proposition qui va nous demander plein de travail, de développer plein de trucs, etc. Il n'y a pas de problème? Ah, et là, peut-être aller vers tes besoins, mais quelqu'un qui le fasse avec bienveillance, tu vois, et qui dise, bon, bah, Yanis, c'est quoi ton besoin? Puis moi, je serais peut-être arrivé à prendre conscience que, ah ouais, bah, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin, comme je suis curieux, j'ai envie d'expérimenter des choses, etc., etc. Et là, on aurait pu me dire, toujours avec bienveillance, tranquillité, tu vois, ok, est-ce que l'organisation dans laquelle on est là, c'est le lieu pour faire ça? Ah, eh ouais, peut-être pas. Peut-être je peux faire ça dans ma vie perso, peut-être je peux faire ça dans, euh, tu vois, les associations dans lesquelles je suis ou autres. Peut-être je peux créer une nouvelle boîte, peut-être. Ou peut-être non, c'est bien le bon endroit. Et dans ce cas-là, je dis non, non, je pense que c'est le bon endroit. Et là, idéalement, l'animateur, le facilitateur de la réunion peut dire, OK, je vous propose qu'on fasse un feedback à Yanis. Qu'est-ce qu'on en pense, nous? Parce que le facilitateur, il n'est pas dupe, il voit, enfin, il voyait à l'époque, tu vois, que j'amenais des idées nouvelles très régulièrement. Et il voyait bien que les gens, ça leur mettait la pression et qu'ils avaient l'impression qu'on n'avait pas déjà terminé quelque chose, que hop, j'amenais quelque chose de nouveau. Bon, bah là, hop, tour de feedback. Et quand tu as une équipe entière qui te dit, mon gars, t'es gentil avec tes idées, t'es très créatif, on trouve ça super, mais c'est trop et nous, on veut pas, bah, tu comprends, quoi. Après, je sais que tu as eu ce type d'expérience avec les tours de cercle, etc. Donc, c'est exactement ce que tu connais déjà, Pascal, je pense, qui permet vraiment de prendre conscience. C'est vrai que quand tu as fait de la communication non violente, moi, en tant que facilitateur, comme j'ai 30 jours de formation de CNV derrière moi, euh, assez naturellement, quand je vois qu'il y a une proposition qui arrive de je ne sais où, là, bah, je pose la question, effectivement. La proposition, ok, elle est toujours intéressante, la proposition. Mais elle vient d'où? Le besoin, est-ce qu'il est personnel? Est-ce qu'il est collectif? Est-ce que c'est en lien avec la raison d'être, avec le travail qu'on a à faire? Ou est-ce que c'est un truc personnel que quelqu'un apporte comme ça parce qu'il est en mal de je sais pas quoi? Voilà. Et c'est OK d'ailleurs, hein, que les personnes puissent faire ce type de proposition. Mais d'abord, on va lui faire un feedback et on va lui dire, bah, en fait, cette proposition, c'est pour toi, quoi. Alors, si on n'est pas débordé de boulot, si ça ne nous demande pas de faire des efforts surdimensionnés, etc., pourquoi pas? On va te faire plaisir. Si on n'a pas d'objection, on va dire OK, on y va. Tu vas être content et tout le monde est content. Et peut-être que l'organisation même va en profiter parce qu'il y aura quelque chose d'un peu nouveau qui va se développer. Mais si ta proposition est liée à une idée qui ne vient pas améliorer notre travail ou qui n'est pas en lien avec notre raison d'être ou quoi, bah non, alors on va te faire le feedback et on ne va pas perdre de temps avec ça. Est-ce que ça répond à cette question-là, Pascal? Oui, oui, on aura peut-être l'occasion d'en discuter autrement. Quand tu Oui, veux, on peut aller manger au resto bio où tu travaillais. Ah, mais je suis plus à Rennes maintenant, je suis à Lorient. Ah mince, c'est plus loin. Quelle idée aussi d'aller là-bas. Bon, il va falloir que tu repasses par Rennes alors. Ouais, j'y suis la semaine prochaine. Et puis ta première question, rappelle-moi s'il te plaît, c'était? C'était par rapport, le lien entre le fait que tu parles entre les cas de la solution systémique et le second lien. Heu, pour moi, le fait de voir les choses de façon systémique, heu, alors le second lien peut aider, mais pour moi, c'est aussi une façon, à la rigueur, on pourrait ne pas voir les choses systémiques avec un second lien et les voir sans second lien. Voilà, je ne vois pas obligatoirement le lien obligatoire. Oui, Oui, le lien que je fais entre la création des seconds liens et la systémie.
ça. Pour moi, voilà, c'est ça. Tu peux avoir à la rigueur des entreprises qui voient les choses de façon très systémique sans avoir de second lien, et avoir un second lien qui, à la rigueur, n'a pas cette vision-là. Voilà. Alors, moi, ce que j'entends par systémie, en fait, c'est le fonctionnement du système. D'accord? C'est-à-dire les règles du jeu qui nous permettent, chacun d'entre nous, c'est comme le schéma, tu vois, l'organigramme. Si j'ai un organigramme pyramidal, bon, bah, dans ma tête, ok, je travaille dans une pyramide. Si j'ai un organigramme à plat, comme vous l'avez eu en sociocratie, ça change la donne. Et ça change d'autant plus la donne. Alors, pour ceux qui n'ont pas décidé de fonctionner en holacratie, par exemple, c'est waouh, attends, c'est quoi ce bordel? Parce que moi, toute ma vie, comme l'a dit Julien tout à l'heure, toute ma vie, j'étais dans une famille, c'était pyramidal. J'étais à l'école, c'était pyramidal. Je suis dans une société qui est organisée de manière pyramidale. Et tout à coup, vous me dites, ah ben nous, il n'y a plus de pyramide, on va fonctionner avec des cercles, etc. Ça demande une gymnastique parfois intellectuelle, tu vois, pour essayer de comprendre. Alors, tous les gens qui aiment l'innovation, qui aiment bien tester des nouvelles choses, etc., vont foncer dedans et se dire, ah, génial, enfin on sort de la pyramide et de ce qu'elle nous impose, parce qu'on n'est quand même pas fou, on sait bien que celui qui est tout en haut, quand même, il peut nous imposer tout un tas de trucs. Donc, il y a tous ces gens-là qui vont être assez positifs et puis embrasser la proposition qui est faite. Mais pour les autres, ça crée aussi potentiellement de l'insécurité. Bon, alors je sais, on en a déjà parlé il y a quelques temps, il y a quelques années de tout ça. Euh, et alors, pour ces gens-là, en fait, il va falloir, c'est un peu comme ton histoire de besoin de tout à l'heure, c'est les aider à accoucher de c'est quoi le problème? C'est quoi qu'il y a derrière vos peurs? Ok, vous voulez pas être autonome, vous voulez pas prendre les décisions pour vous-même et c'est plus pratique d'avoir un chef qui prenne les décisions à votre place. Ok, pourquoi pas? Ouais, il y a des gens qui disent ça, donc il y a des gens qui le pensent. Ok, bon, bah, quelle proposition vous pourriez faire pour faire évoluer un peu les choses? Après, ce qui est compliqué avec Holacratie, c'est qu'il y a une constitution et qu'on s'engage à respecter tout un tas de trucs. Mais même chez vous, dans ton organisation, je sais bien, pour avoir posé pas mal de questions, que vous l'avez fait évoluer. Bon, bah, on fait évoluer les choses pour tenter de respecter, si tu veux, les principes de la sociocratie, parce que l'holacratie est née sur les bases, a comme base aussi de la sociocratie. Et c'est pour ça que pour moi j'ai décidé de me consacrer à la sociocratie plutôt qu'à l'holacratie, parce que ce que je veux, c'est que les gens comprennent bien les fondamentaux, la partie un peu philosophique et de la posture, en fait. Et qu'avec tous les outils d'holacratie qui sont très complets, qui sont assez géniaux, on peut passer à côté du plus important. Alors ça va quand même vachement aider, hein, si on respecte bien toutes les règles de la Constitution, mais potentiellement, on peut ne pas complètement comprendre la posture. Et j'ai observé dans certaines organisations des gens avec des discours de dire, par exemple, j'ai libéré l'entreprise, il n'y a plus de chef chez nous, etc. Mais alors, dans la posture, rien n'avait changé. Et tout le monde était très au clair, il y avait toujours un chef. Et c'était le même qu'avant d'ailleurs. Tu vois, quelqu'un de très extraverti, très charismatique, qui en réalité se sent légitime pour prendre toutes les décisions, puis tous les autres qui s'écrasent devant. Alors, on a beau mettre entreprise libérée, holacratie, sociocratie, ce genre de trucs, si on n'a pas fait le vrai boulot de comprendre le fond du truc, ben, on peut passer à côté. Et alors, pour revenir à ta question, moi, ce que j'appelle la systémie, en fait, c'est vraiment la manière dont on dessine notre fonctionnement. Et la sociocratie, au départ, elle est née dans un fonctionnement pyramidal. Donc, le concepteur, lui, il a conçu la sociocratie, c'est des principes qu'il apposait sur un fonctionnement pyramidal. Donc, avec des seconds liens qui montaient avec leur chef dans le cercle du dessus, qui prenaient part aux décisions du dessus. Et puis, les holacrates, euh, alors sans doute, je ne sais pas s'ils étaient les premiers ou pas, peu importe, mais en tout cas, ils se sont dit, ah non, on va écraser la pyramide et on va fonctionner de manière horizontale. Alors, les holacrates sont allés voir Hindenburg, le père de la sociocratie, tu vois, pour lui poser la question et lui dire bah, qu'est-ce que vous pensez de notre systémie à nous, qui remet en cause la vôtre? La vôtre, elle est pyramidale. Nous, on ne veut plus de pyramide, on veut plus de chef. On change les termes et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et Hindenburg, qui doit vraiment être un monsieur avec une vision du monde, enfin, je trouve ça assez époustouflant parce que c'est du bon sens, mais que personne ne voit. Il n'y a eu que lui qui nous a révélé toutes ces choses-là qui aujourd'hui me semblent
maintenant incontournable, mais de fait que j'étais formé à ça, quoi. Eh bien, il a répondu aux holacrates, en fait, c'est rigolo, votre système, tu sais, en pétale d'organisation, c'est la même chose qu'une pyramide, mais c'est vu par le dessus, alors que la pyramide, c'est vu de côté. Tu vois, c'est coupé en tranches l'organisation. Et quand on regarde par le dessus, ben en fait, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas tant de différence que ça entre tu vois, les deux, enfin, le modèle de l'holacratie et les principes sociocratiques. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un pendant d'ailleurs des sociocrates qui sont organisés dans une association au niveau mondial qui s'appelle SOFA, Sociocracy for All, SOFA, et qui intègre les holacrates. Et qui dit holacratie est une forme de sociocratie, puisqu'elle respecte les principes sociocratiques. Et après, ils ont construit des choses par-dessus. Pour revenir à la systémie, pour moi, le fait de créer des seconds liens, ça transforme tout le fonctionnement. Donc, ce que j'appelle la systémie. Après, je ne sais pas ce que toi, tu appelles la systémie exactement. Mais Oui, tu vois, et c'est en En ça. fait, oui, non, mais je te remercie pour ta réponse. Ça répond complètement. En fait, c'est juste que au départ, quand j'ai vu ta diapo, j'avais peut-être une autre idée en tête. En fait, quand tu parles de la solution systémique, tu parlais bien de mettre en place un système, alors que moi, j'avais une autre vision de lecture que j'ai eu aussi, de voir les choses de façon systémique. Et voilà. Donc, j'étais parti sur une autre idée. Donc, je comprends tout à fait maintenant ce que tu voulais dire par là. Donc, ça répond tout Super. à fait à. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, je suis ravi. Et puis, j'étais content de voir sur LinkedIn aussi que tu rebondissais de manière très intéressante après ton passage dans ton organisation qui, elle, malheureusement, rencontre des difficultés qui ne sont pas de l'ordre de la gouvernance et tout ça, mais plutôt des difficultés économiques. Donc, c'est chouette. Je te recroiserai plus au resto si souvent, mais voilà. À moins qu'on prenne rendez-vous. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Ton petit feedback sur le webinaire et puis une idée éventuellement pour l'améliorer. Comme j'ai ça, j'ai trouvé ça concis, direct. Voilà, c'est pas trop long et ça donne une bonne idée pour ensuite de se pencher sur d'autres aspects. Même si moi aussi j'avais fait la CNV, etc. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça bien concis, RAS. Voilà. Juste pour moi, le petit truc, mais après, c'est pareil, il faudra peut-être qu'on en discute, c'est peut-être mon aspect gouvernance, mais pour moi, un codir ne s'occupe pas de la politique, mais plutôt de mettre en opérationnel la politique qui a été discutée en amont, mais je pense que c'est un point de détail. Voilà, donc RAS, pour moi, c'était très bien. J'ai bien aimé. Merci. Eh bien, écoute, au plaisir, Pascal. Et Brigitte, puisque tu es encore là, j'aimerais bien te donner la parole parce que tout à l'heure, j'ai parlé de toi. J'imagine que tu t'es reconnu. Alors, je désactive Pascal. À bientôt. Il y avait un beau soleil à l'Orient. Brigitte, alors je vais t'imposer le truc, mais tu pourras avoir une objection. Hein. Hop, j'ouvre micro et vidéo pour te demander. Tout à l'heure, j'ai parlé du 4x4 plus proposition. Je sais que tu l'as vécu puisque j'étais là. On était dans une voiture. Et j'étais en observation de votre 4x4 plus proposition. Est-ce que tu pourrais témoigner de comment tu as vécu ce truc-là? Alors, Samouline, je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère que tu as une bonne connexion. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Est-ce que tu pourrais me mettre un petit mot, Brigitte, dans le questions et réponses, que je vois si tu es là? Ouais, Odile nous a laissé. Alors, Brigitte, tu n'as pas de micro, on dirait. Ouais, il y a un problème de micro. Et en plus, on ne te voit pas, donc il doit y avoir un problème de cam aussi. Bon, tant pis. Et je ne dévoilerai pas alors ce à quoi j'ai assisté, mais en tout cas, pour l'avoir expérimenté à de très très nombreuses reprises dans des organisations où je travaillais, dans des associations aussi, lorsque je rencontrais une tension avec quelqu'un plutôt que d'attendre, j'ai très rapidement appris à dire mes tensions
pour pas garder ça à l'intérieur de moi et puis que ça gangrène la relation et que voilà, je sois mal avec ça, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que avec certaines personnes au départ, ça leur a fait bizarre. Ah, j'y arrive peut-être. Alors j'ai un pouce, mais je sais pas trop de qui. Ouais, donc ça leur a fait bizarre et je me rappelle d'un compagnon dans une association qui était super flippé. Je lui dis ouais, je te propose qu'on fasse un temps de gestion de notre tension parce que j'ai une tension avec toi et j'aimerais créer un espace pour qu'on en parle. Et donc, j'ai pas abordé le sujet directement. Alors, ça lui a fait bizarre. Il a eu l'impression que c'était un truc énorme. J'ai senti qu'il flippait, quoi. Et au départ, il fait non, non, mais j'ai pas envie. On se prend pas la tête, nanani, nanana. Je lui ai dit non, non, mais j'entends. Mais moi, je me prends la tête là. Il y a un truc qu'il faut que je te dise parce que ouais, bah alors on se le dit comme ça. Je dis non, non, je veux pas le dire comme ça. Je te propose de le dire dans un processus parce que je vais t'expliquer ce qui va se passer. Si je te le dis comme ça, tu risques de mal prendre les choses en fonction de ta sensibilité, de me couper la parole, de justifier de pourquoi ce que je te dis est injuste, etc. Ça va m'agacer parce que je ne vais pas me sentir compris et on va s'engueuler. Or, je ne veux pas m'engueuler avec toi. Si je te dis ça, c'est parce que, au contraire, j'ai envie de retrouver de la fluidité, de la confiance, etc. dans notre relation. Et que là, elle est un peu entamée. Et je te le dis aussi, c'est pas un truc énorme. Donc, t'inquiète pas, je vais pas remettre en question toute ta personne, etc. C'est pas ça. C'est moi qui rencontre un problème dans notre relation et j'ai besoin qu'on ait un espace bienveillant pour se le dire. Et donc, pour que ce soit vraiment bienveillant, bah, j'ai une règle du jeu que je te propose, mais on peut la faire évoluer. Si tu as une autre idée ou si tu connais un autre process qui est peut-être meilleur, il n'y a pas de souci. Voilà, mon process, c'est je parle 4 minutes, tu parles 4 minutes, etc. Je vais expliquer. Alors au départ, non, 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 j'ai pas envie, tout ça. Je dis, ok, donc tu as une objection. Parce que si on fait ça, c'est quoi la conséquence fâcheuse qui va arriver? Et puis il répondait pas, il se perdait dans des trucs. Hein. Et moi, je tenais bon. Je lui ai dit, écoute, soit on n'en parle pas, mais je te le dis tout de suite, ça va mal se passer entre nous. Quoi. Parce que je ne veux pas aborder le sujet de manière frontale, je sais comment ça se passe, et je ne veux pas ça, ça va empirer les choses. Soit on en parle dans un cadre bienveillant, alors ça peut être avec un médiateur, ou voilà, mais on ne va pas se payer un médiateur pour ça, là, il faudrait demander à un autre copain de nous aider, mais je ne sais pas si quelqu'un a les compétences pour ça, c'est compliqué. Ou alors, il y a ce process vraiment qui est simple. Est-ce que ce serait OK pour toi de le tester? Puis, si on commence, si tu es OK, et puis dès qu'il y a un moment où tu es mal, tu ne te sens pas bien, tu dis stop et on arrête. Et du coup, à cette condition-là, il a accepté. Et une fois qu'on est rentré dans le processus, ça a été merveilleux. Voilà. Parce que bah, les 4 minutes où j'ai pu m'exprimer tranquillement, j'ai pu dévoiler tout mon problème, etc. Donc j'ai fait un peu de tout qui tue hein, dedans d'ailleurs. J'ai pas fait que de la CNV. J'ai aussi parlé de certains traits de caractère qu'il avait avec lesquels j'avais du mal parce que nos deux personnalités, bah, elles frottaient à cet endroit-là et j'avais pas envie de lui cacher. Euh, j'ai pu lui dire aussi que je voyais plein de qualités chez lui, mais qu'à cet endroit-là, bah, c'était compliqué pour moi. Et puis il a pu rebondir. Donc il m'a dit que ah bizarrement lui aussi avait des problèmes avec ma personnalité. Voilà, à certains endroits, et il a pu me les dire, me les révéler. Donc c'était intéressant parce que si j'avais pas ouvert le truc, il me l'aurait jamais dit. Et puis j'ai repris la parole derrière pour dire bon bah voilà, c'est pas si grave que ça, je suis content, tu as entendu déjà ce que j'ai dit, mais j'aimerais bien qu'on mette en place un système pour que ce soit plus fluide, pour que j'ai pas à vivre ces choses que je trouve désagréables et j'ai pas envie non plus de te faire vivre des choses désagréables. Donc comment on fait? Et puis on est arrivé autour de propositions, où on s'est fait des propositions, et à la fin, je ne vous l'ai pas dit, mais l'idéal à la fin, après les propositions, c'est de faire ce qu'on appelle une ronde de clôture et de se dire comment on a vécu les choses. Et là, c'est un espèce de temps de gratitude généralement, où l'un comme l'autre, on s'est dit, mais c'est génial en fait de pouvoir se dire ça, alors que d'habitude dans nos relations, on pense effectivement des choses comme ça, on est mal à l'aise et tout ça, et puis on n'ose pas se le dire. C'est catastrophique en fait, parce que ça pourrit les relations et c'est vraiment pas chouette. Et là, on a osé se dire les choses et on en ressort grandi et notre relation s'en ressent bah, resserrée. Il y a encore plus de confiance parce qu'on peut se dire les choses désagréables sans que ce soit destructeur. Quoi. Voilà. Et ça, quand on arrive à faire ça, bah, ça noue quelque chose de fort de l'ordre de la confiance entre les gens. Et plus on fait ça régulièrement, mieux c'est. Voilà, voilà. Bon, bah Brigitte, tu pourras pas témoigner. Tant pis.
c'est pas grave. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Aux personnes qui sont restées, plein de bonnes choses aussi à vous. Merci d'être venus à ce webinaire. Vous savez, pour ceux qui dirigent des organisations, qui sont managers, que vous pouvez me solliciter pour un coaching gratuit. Vous allez bientôt recevoir le replay. Moi, ce qui me ferait plaisir aussi en tant que consultant, formateur, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient avoir besoin de ces quelques conseils, n'hésitez pas à leur envoyer le lien vers la page où j'ai tous mes webinaires. Voilà, vous allez la recevoir par mail. Et puis comme ça, j'espère que cette histoire de sociocratie va pouvoir se propager et que les organisations vont devenir de plus en plus bienveillantes, efficaces et qu'il y fera de plus en plus bon vivre. Parce que c'est quand même fou, on passe tellement d'années à aller au boulot et tellement d'heures par jour que si on n'est pas bien, c'est quand même dramatique. Non, le but de la vie, c'est quand même d'en profiter et donc de bien bosser, de contribuer et de se faire plaisir. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Merci pour vos feedbacks, Pascal et Julien. Plein de belles choses à vous et à bientôt. Le replay, bientôt dans vos boîtes aux lettres. Salut!